Clairon. La première victime de la guerre est la vérité, dit-on souvent, mais quelle vérité ? Comment savoir où est la vérité quand chacun détient la sienne ? Hier, la guerre en Ukraine, aujourd'hui la guerre israélo-palestinienne, sans compter les débats nationaux. Face à une guerre de l'information que se livre un camp contre l'autre, de nouveaux acteurs entrent en jeu. Ce sont les réseaux sociaux qui viennent bouleverser la machine bien huilée de la communication. Alors pour lutter contre ce nouveau trublion de l'information, donc le réseau social devenu indomptable, l'Union européenne a sorti les grands moyens. On vous a déjà parlé ici du Digital Services Act, voté au Parlement européen cet été, qui a pour volonté de contrôler les réseaux sociaux au nom de la démocratie. Je vous rappelle les paroles de Thierry Breton qu'on avait déjà entendues ici, commissaire européen. Le DSA, donc Digital Services Act, est là pour protéger la liberté d'expression face à des décisions arbitraires et en même temps de protéger les citoyens et les démocraties contre les contenus illégaux. Voilà, depuis le DSA, les grandes plateformes, donc à bien se tenir, Google, TikTok et X, anciennement Twitter, doivent supprimer, et tous les autres, dans l'instant, tous les contenus haineux ou qui appellent par exemple à la révolte ou qui appellent à tuer des individus ou à brûler des voitures. Voilà des exemples cités par Thierry Breton. Et dans cette croisade, Thierry Breton a interpellé Elon Musk sur les réseaux sociaux le 10 octobre dernier. Alors je cite son tweet: « Suite aux attaques terroristes du Hamas contre Israël, nous avons des indications selon lesquelles X, Twitter, est utilisé pour diffuser des contenus illégaux et de désinformation dans l'Union européenne. » Réponse d'Elon Musk, en direct et tout ça sous nos yeux sur Twitter. Notre politique est que tout est open source et transparent, une approche que l'Union européenne soutient, je le sais. Veuillez lister les violations auxquelles vous faites allusion sur X afin que le public puisse les voir. Merci beaucoup, répond Elon Musk à Thierry Breton. Thierry Breton qui répond vu, merci. Et une dernière réponse d'Elon Musk qui est assez intéressante. We take our action in the open. Nous faisons nos actions en information ouverte. No backroom deals. Please post your concern explicitly on the platform. Donc en gros, montrez-nous ce qui vous pose problème. Et depuis plus de nouvelles de Thierry Breton. C'est pour cette passe d'armes, on va dire, ce clash entre Elon Musk et Thierry Breton, que nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir comprendre justement les grands enjeux finalement qu'il y a derrière cet échange qui paraît anodin avec Patrice Epelboin. Bonjour Patrice Epelboin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un entrepreneur, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Et évidemment, cette passe d'armes, on va dire, ne vous a pas échappé. Alors, ça peut paraître un peu, ce que je disais, un peu presque humoristique, un peu anodin. Mais finalement, derrière, il y a des grands enjeux politiques derrière cet échange. D'abord, celle de la volonté d'une mainmise de l'Union européenne sur les réseaux sociaux qui, visiblement, échappe, en tout cas, leur échappe avec au moins la personne d'Elon Musk. Alors, il y a aussi principalement la réalisation assez tragicomique de la part de Thierry Breton et vraisemblablement de la plupart des législateurs qui ont participé à cette loi, qu'une modération humaine, certes, c'est préférable à une modération algorithmique. On rappelle que Mark Zuckerberg avait tenté de faire croire à Emmanuel Macron que l'intelligence artificielle allait tout résoudre, avant qu'un an plus tard, des fuites venant de Facebook montrent qu'en interne, les plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle n'y croyaient pas un instant. Ce qui avait enjoint les législateurs à insister dans le fameux DSA à avoir une modération humaine, mais à perdre totalement de vue que les ressources humaines ne sont pas extensibles du jour au lendemain, oui. Et que dans le cas d'une crise, ce qui est... c'est un euphémisme, mais c'est ce que nous traversons. Oui. Les besoins en modération allaient être multipliés du jour au lendemain par 10, si ce n'est 100, et qu'on ne pouvait pas multiplier ces ressources humaines par 10 ou par 100 du jour au lendemain. Breton a envoyé ce type de missive à absolument tout le monde, de TikTok à Facebook, en passant par Instagram et Twitter. Et Twitter, qui est la bête noire de l'ensemble des médias, et on peut le comprendre, Elon Musk a juré la mort du journalisme, les journalistes leur rendent bien. On est dans une bataille rangée depuis l'acquisition de Twitter. Et Twitter, malheureusement pour eux, est le seul à avoir une amorce de solution. Pas forcément la solution ultime, c'est loin d'être parfait, mais Twitter, qui n'a absolument pas les moyens de Facebook, a décidé, de façon assez maligne d'un point de vue business, de distribuer la modération auprès des utilisateurs. Alors c'est très malin d'un point de vue business parce que c'est une force de travail qu'on ne paye pas. Ouais. Vous parlez des fameuses Twitter notes, enfin des notes maintenant auxquelles peuvent participer. Oui.
Je parle des community notes, mais je parle aussi de la gestion de la visibilité. Alors, le fameux shadow ban qui a beaucoup fait parler de lui, qui jusqu'ici était géré de façon centralisée par une task force de modération, aujourd'hui est géré par tout un chacun. Si je vous bloque, je diminue votre visibilité. Si vous me bloquez, vous diminuez ma visibilité. Et comme je suis membre premium, je vais plus diminuer votre visibilité que vous qui n'êtes pas membre premium, allez diminuer ma visibilité. Il y a D'accord. tout un ensemble de règles transparentes et ouvertes, dans la mesure où le code est public, qui gèrent ce fameux shadowban et qui sont dans les mains de tout un chacun. Il y a toujours certainement une modération centralisée, hein, mais elle est très largement distribuée. Et ça lui permet de monter en charge de façon très facile. Parce que en cas de crise, les utilisateurs sont très nombreux et vont massivement prendre en charge cette modération. Ouais. C'est pas parfait, il y a quelques dérives à droite à gauche, mais c'est capable de monter en charge et c'est le seul système de modération qu'on imagine aujourd'hui qui est capable de monter en charge. Oui, mais justement, est-ce que c'est à ça dont fait référence Elon Musk quand il dit no backroom deals? En gros, nous, on met tout en transparence et il n'y a pas d'algorithme caché ou autre. Non, 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 je pense que ce à quoi fait référence Elon Musk, c'est le fait que tout le scandale des Twitter Files a été passé sous silence et que ça a révélé, entre autres, des backroom deals, que ce soit en interne au sein de la société Twitter avec des employés qui ont littéralement pris le contrôle de la société et une large partie de la modération un peu loufoque de Twitter d'avant Elon Musk est liée plus à une forme de révolution et de prise de contrôle de la société par ses employés. Et puis, l'insistance bienveillante du FBI Oui, qui, sous prétexte qu'il y avait des Russes partout, et on sait aujourd'hui que les Russes se sont retirés du territoire américain, je parle des trolls russes, se sont retirés du territoire américain à peu près en 2018-2019, vu qu'on les a retrouvés sur le territoire du Sahel, et ont utilisé les Russes pour éliminer une quantité d'opposants politiques au camp des démocrates, y compris des élus républicains, y compris des candidats à l'élection républicaine. Enfin, ça a été un massacre. On sait également qu'il y a eu de telles manipulations avec l'insistance bienveillante du FBI sur tout ce qui concernait l'information Covid. Je dis insistante bienveillante parce qu'il n'y a pas d'ordre direct et que d'un point de vue légal, c'est très important. S'il y avait eu un ordre direct, on serait vraiment dans le premier amendement et là, on serait sur un casus belli. Ça n'est pas le cas alors qu'il est. alors on a quand même appris avec les commissions d'enquête républicaines américaines que le FBI avait une cellule au sein de Twitter. Donc, Oui, mais ça, c'est le cas absolument partout. Vous en avez oui. une chez Orange, vous en avez une, pas du FBI, bien sûr, mais vous avez une cellule des renseignements chez Orange qui est d'une taille très conséquente. Vous en avez une chez tous les opérateurs telco. Et si on avait un Twitter français, il y aurait une cellule des renseignements. Ça n'est pas intrinsèquement choquant. Mm. On a quand même des réseaux sociaux qui ont servi à faire le recrutement de Daesh. Mm. C'est pas délirant d'imaginer que les renseignements aient un contact direct. Le fait qu'il y ait des revolving doors, alors les revolving doors, c'est quelque chose qui est hérité de l'industrie bancaire où habituellement, typiquement sous l'administration Obama, on avait des gens qui passaient de la banque à l'administration publique et qui ensuite revenaient à la banque et revenaient à l'administration publique. Aujourd'hui, c'est courant dans la plupart des démocraties occidentales, avec différentes industries, la banque étant évidemment prioritaire, mais il n'y a pas que. Et on a observé chez Twitter, mais vraisemblablement on trouverait la même chose chez Facebook si c'était transparent, ce même type de stratégie de gens qui vont du FBI chez Oui, Twitter oui. et qui établissent des relations. Encore une fois, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant et c'est relativement normal dans la mesure où ces réseaux sociaux sont utilisés par des puissances étrangères pour faire de l'influence, sont utilisés par des groupes terroristes pour faire du recrutement et de la propagande. Il n'y a rien d'ahurissant à ce que les services de renseignement aient un pied là-dedans. Mm. Le tout est que ce soit fait dans les règles, selon des lois, avec une certaine transparence et un certain contrôle. Et c'est là où éventuellement les questions peuvent se poser, justement avec ces fameux Twitter Files que vous citez. On a vu aussi qu'il y a eu tout simplement des contenus qui ont été effacés sur des prises de position, on va dire éditoriales en tout cas, de Twitter de l'époque, qui considéraient que certaines informations ne devaient pas passer, qui ont empêché la visibilité de certains tweets, notamment sur des questions sanitaires. Donc toute la Oui, alors question... Oui, il y a aussi le chapitre de la gestion de la crise Covid. Et c'est important de séparer les différents chapitres parce qu'il y a beaucoup de révélations dans oui, les Twitter Files. Et comme elles n'ont pas été traitées par la presse, on a tendance à faire un tout
de l'ensemble des révélations est tout mélangé. Il y a une problématique qui a été soulevée sur la gestion de la crise sanitaire, ou plus exactement la gestion de la communication autour de la crise sanitaire américaine. On n'a aucune information sur la version française. Oui. Il y a une question qui a été posée sur la censure, on va dire à la hache, de l'opinion publique républicaine aux États-Unis. Et ça, le FBI est impliqué. Oui. Et puis, il y a tout un ensemble de règles qui ont été accumulées au fil des années sur la visibilité des comptes et des idées, qui ont impacté les trending topics, qui eux-mêmes ont un impact phénoménal sur la presse aux quatre coins de la planète, et qui là n'est pas vraiment du fait du FBI, qui est vraiment le fait, et c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder, qui est le fait d'une entreprise qui a perdu le contrôle, d'une direction d'entreprise qui a perdu le contrôle, d'une gouvernance d'entreprise qui s'est décomposée, et qui a cédé la main aux initiatives individuelles et collectives de ses employés, qui évidemment étaient tous marqués politiquement. On est dans la Silicon Valley, et on est dans une entreprise qui est à quasiment 100% totalement démocrate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement à quel point Elon Musk a révolutionné tout ça, a révolutionné la Silicon Valley et puis les GAFAM avec sa méthode à lui? Révolutionner la Silicon Valley, j'ai envie de dire pas plus que Steve Jobs, un peu plus quand même dans la mesure où il s'est attaqué à des choses qui sont, j'allais dire très loin du logiciel, non, parce qu'il y a du logiciel partout, mais les fusées, les voitures électriques, le paiement en ligne. Il a fait la démonstration qu'il était capable d'attaquer des secteurs d'activité extrêmement divers. Et ça, c'est quand même une première. Il faut quand même remonter à très très loin pour voir des gens dans l'histoire de l'industrie américaine qui ont des spectres aussi larges. Là où il a révolutionné Twitter, si on peut appeler ça une révolution, c'est qu'il a juste mis à la porte la totalité de la force de modération et qu'il les a remplacés par de l'algorithme. Et en l'occurrence, les community notes, c'est ce que je vous ai décrit précédemment, qui est une capacité de tout un chacun de régler la visibilité de tout un chacun à travers ses actions, ses interactions. Oui, mais est-ce que c'est justement ça, c'est cette forme de... Est-ce qu'on peut parler de liberté d'expression, donc de vraie liberté d'expression, dans le sens où ça peut aller dans tous les sens, jusqu'au danger de la liberté d'expression, aux limites en tout cas. Est-ce qu'on peut parler du fait que ça... Est-ce qu'on peut comprendre que ça puisse effrayer les gouvernements, et notamment Thierry Breton, cette forme de liberté totale sur Twitter, sur Twitter X? Il n'y a pas de liberté totale. D'abord, il y a un énorme cultural gap entre les États-Unis et l'Europe, hein, et au sein de l'Europe, il y a un énorme cultural gap d'un pays à l'autre, hein. Je pourrais vous sortir des choses qui passeraient inaperçues en Pologne et qui seraient affreusement choquants et probablement illégales en France, et inversement. Donc, la liberté d'expression, c'est vraiment un concept politique qui est très, très, très localisé. La version américaine, jusqu'ici, régnait sur Twitter et l'ensemble des réseaux sociaux. Oui, Hein. oui. Faut être très clair. Les journalistes se sont égosillés en hurlant au scandale de la liberté d'expression absolutiste d'un Musk libertaire. C'est celle qui régnait sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que Musk rachète Twitter. Hein. Il y a un moment, il faut aussi regarder les faits et arrêter de se foutre de la gueule du monde. En France, on n'a pas particulièrement de liberté d'expression. Typiquement, si j'atteins votre liberté d'expression, vous n'avez rien dans le code pénal qui vous permet de m'attaquer en justice. C'est un concept flou. Alors, on n'est pas pour autant dans un régime dictatorial, mais on est face à une classe politique qui, de façon relativement unanime, a très très peur de la liberté d'expression. Et du coup, qui n'étant plus en mesure d'user de sa bienveillante influence auprès des médias pour faire office de filtre, dans la mesure où les médias, en France tout particulièrement, ne recueillent plus du tout la confiance du public, et que le public qui veut vraiment s'informer va directement à la source et aux faits, ce qui pose d'énormes problèmes. Hein. Il ne faut pas non plus être naïf. Hein. La plupart des gens dans le public n'ont pas les moyens et n'ont pas les compétences pour faire ce genre d'action. C'est un travail de journaliste. Il faut croiser les sources, il faut prendre du recul face à l'information, il faut être en mesure de la contextualiser, ce qui nécessite quand même pas mal de culture générale. 99% des gens n'ont pas tout ça et ne sont pas en mesure d'aller directement au fait. Donc on peut comprendre que les politiques soient effrayés, et particulièrement dans une période de crise qui, on le voit bien, suscite des réactions extrêmement violentes au sein, pour l'instant, d'une partie de la population, mais on le voit aux États-Unis, qui peuvent très facilement se répandre sur l'ensemble de la population et mener à des confrontations très violentes. Il est logique que les politiques soient terrorisés. Et donc, le réflexe du politique, pour être caricatural, si on était en Afrique, les réseaux sociaux seraient éteints depuis belle lurette.
Ça se fait régulièrement dans une multitude de pays d'Afrique. Hein. C'est courant, absolument courant, quasiment peut-être pas tous les mois, mais plusieurs fois par an, vous avez, à l'occasion d'une élection, à l'occasion de manifestations, à l'occasion de tout un tas de choses, on coupe les réseaux sociaux. Et puis on rallume les réseaux sociaux quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, et on s'aperçoit que le président a été élu et que ça ne pose aucun problème, ou ce genre de choses. On n'en est pas là en Europe. Mais c'est très clairement, si ça pouvait se faire sans que ça ne pose problème, ça serait fait. Et Emmanuel Macron, lors des émeutes, a lancé l'idée que ça pourrait arriver. Et les émeutes sont d'ailleurs un bon exemple de problématiques de modération de réseaux sociaux qui ne peuvent pas monter en charge, là encore, et qui du coup permettent ce genre de mouvement il faut le reconnaître, hein, si on avait coupé les réseaux sociaux au moment des émeutes, elles se seraient arrêtées dans les 24 heures. Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils tentent de contenir les appels à la révolte sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est leur explication. Oui, mais c'est pas possible. Les émeutes, alors il n'y a pas de chiffre officiel, hein, et on n'en aura jamais. Mais certains chiffres parlent de 200 000 participants, et vu le nombre de points qui ont été l'objet d'émeutes, le nombre de villes qui ont été l'objet d'émeutes, c'est des chiffres qui sont crédibles. À partir de là, vous ne pouvez pas, là encore, passer de 100 modérateurs à 10 000 modérateurs, parce que c'est vraiment cet ordre de magnitude dans le différentiel de force de travail qu'il faut mettre en face des réseaux sociaux pour les modérer, dont il s'agit. Donc on est face à un problème qui n'est pas résoluble, sauf dans le cas de Twitter qui a mis en place tout ça, vraisemblablement en sachant très bien ce qu'il fait. Hein, moi, mon opinion, c'est un poil conspi, c'est que Musk a tendu un piège à Thierry Breton et que Thierry Breton a mis 9 mois à s'en apercevoir, que Musk savait très bien que la montée en charge n'était pas possible, que les dérives du système centralisé étaient bien placées pour savoir que ça n'était pas viable à terme. Et en face, il a des gens qui ne comprennent absolument rien aux problématiques de modération, qui ne comprennent absolument rien aux technologies, et qui, voyant qu'ils s'étaient fait arnaquer par le précédent qui était Mark Zuckerberg sur la modération par intelligence artificielle, ont bien spécifié dans le DSA qu'il s'agissait de modération humaine. Bon, ils se sont fait avoir. Musk en a profité pour torpiller son plus grand rival qui est Facebook, parce qu'on ne peut pas imaginer ce type de modération dans Facebook, vu que Facebook, c'est un amoncellement d'espaces privés, semi-privés et publics. Donc ça marche quand tout est public, ce genre d'approche de la modération. Actuellement, vous avez des groupes privés, ça ne peut plus marcher. Et donc, très concrètement, Facebook est face à un problème qu'il ne pourra pas résoudre, alors que Twitter pourrait afficher, tel que je vous le fais là, une solution qui, dans l'absolu, est raisonnable et paraît viable. S'il n'avait pas l'ensemble de la presse qui passait son temps à lui taper dessus, il aurait déjà remporté cette bataille. Mais il l'a peut-être déjà remporté malgré la presse d'ailleurs. Un dernier point avant de conclure, Fabrice Epelboin, ce sont justement, vous en avez parlé, ces community notes qui aussi, on disait que ça pouvait faire, que beaucoup de choses chez Twitter pouvaient faire, Twitter X, donc pouvaient faire peur aux réseaux sociaux, enfin au gouvernement européen. Là, on voit que ces community notes ont repris plusieurs fois, on a des exemples, ont repris même des informations données, des communications données par nos propres ministres. On avait la communication du ministre de la Santé qui disait que les vaccins n'avaient aucun effet secondaire. Pouf, community note qui rappelle qu'il y avait eu, je crois, 90, environ 90, enfin une centaine de remboursements officiels d'indemnisation à cause des effets secondaires. Et puis là, dernièrement, on a Gérald Darmanin qui a tweeté sur le nombre d'étrangers radicalisés qui ont été expulsés, en montrant que c'était des chiffres qui étaient à la hausse. Et puis la note suggère qu'en fait, non, ce sont des chiffres cumulés. Sa courbe est complètement fausse. Un peu plus subtil que ça. Il a montré un graphique cumulatif, ce qui, pour des gens qui ont fait des mathématiques et de la physique, est une façon de présenter la donnée, mais dans des conditions très particulières, qu'on veut montrer des phénomènes très particuliers. Or, typiquement, pas du tout pertinent pour ce genre de représentation graphique. Donc, pour les gens qui ont fait des études scientifiques, c'est à mourir de rire. Et effectivement, on s'aperçoit à travers ces community notes que la plupart du temps, les politiques mentent. Et que ça a toujours été comme ça. Ça n'a absolument rien de nouveau. Ce que les community notes mettent en valeur, c'est que habituellement, c'est le rôle des journalistes de reprendre les politiques. Or, ce rôle a été littéralement abandonné. Malgré là, les checks, ceux qui sont censés vérifier les informations, justement.
On ne va pas s'étendre sur ce genre Non, de choses, oui. parce que là, c'est un long chapitre. Oui, Mais on doit conclure, en toujours effet. est-il que ce travail qui est de reprendre, de reprendre une information qui est fausse, de la valider ou de l'invalider, de la contextualiser, c'est un boulot de journaliste. Et ce boulot n'est plus fait aujourd'hui. En France, tout particulièrement, vraiment, j'insiste, il y a un différentiel énorme, c'est comme la Mmh. liberté d'expression. Mmh. Si vous regardez la confiance que la population porte aux médias, elle est de 25% selon Reuters, hein, c'est pas des chiffres fantaisistes, Oui. elle est de 25% en France, elle est du double si vous traversez le Rhin et que vous allez en Allemagne. Mmh. Elle est de près de 70, un peu moins de 70% en Suède. Oui. Donc on a des disparités considérables au sein du continent européen. Si des Suédois écoutaient cette conversation, ils ne comprendraient pas ce qu'on reproche aux journalistes, hein, Mais et parce peut-être que parce que justement les journalistes ici en France ont été trop souvent unanimes et dans un seul, dans une seule mouvance et dans un seul courant idéologique, non? c'est compliqué. La situation du journalisme est très compliquée. On a d'abord un phénomène qui est peut-être plus accentué en France qu'ailleurs, qui est un corporatisme où on ne s'excuse jamais, où on ne fait pas le ménage en interne et où il faut vraiment que quelqu'un en arrive à son 15e viol pour que éventuellement on considère qu'il est temps de le dénoncer et de l'éjecter de la profession, hein. Je parle de Patrick Poivre d'Arvor. Mmh. Patrick Poivre d'Arvor, très honnêtement, j'étais adolescent, j'étais au courant de cette réputation, hein. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 35 ans et je ne sais combien de viols pour se dire qu'il serait peut-être temps de le mettre à la porte? Je ne sais pas. Mais le corporatisme, y est pour beaucoup. C'est une profession où on ne s'excuse pas, où on n'admet jamais ses fautes, et où on protège n'importe qui. Donc à partir d'un moment, on n'est pas du tout face à une profession, ils sont tous pourris et tous menteurs. On est dans une profession où le plus pourri et le menteur sera défendu par, y compris le plus intègre et celui qui fait preuve de la plus grande probité. Donc, ça donne une moyenne par le bas, et ça donne une confiance qui s'effondre. Par ailleurs, c'est aussi une profession qui est essentiellement nourrie par des gentils milliardaires qui s'achètent de l'influence Oui. et qui vont pas tarder à arrêter d'ailleurs parce que l'influence chute de jour en Ne jour. fonctionne plus, oui. Et puis nos impôts. Et donc au Mmh. final, les seuls journalistes, et c'est d'ailleurs assez facile à vérifier, hein, les rares journalistes qui font encore ce métier démocratique, de mettre des bâtons dans les roues, des politiques, c'est ceux qui sont payés par leurs lecteurs, hein. Si Mmh. vous pensez à des choses comme, Mediapart, qu'on aime ou Mmh. non Mediapart, Mediapart, c'est payé par ses lecteurs et Mediapart est le seul, enfin l'un des très, très rares médias qui, en France, met des bâtons dans les roues, aux politiques de tous bords. Mmh. Et joue son rôle de quatrième pouvoir et d'empêcheur de tourner en rond. Grâce à Mediapart, on s'est débarrassé quand même de quantité de politiques corrompus. Malheureusement, très objectivement, on se creuse la tête pour trouver un second exemple en France. Donc dans un pays de près de 70 millions de personnes, c'est absolument pas normal d'en être à ce point. En termes d'enquête, oui. Après, il y a énormément, et c'est justement, il y a un florilège aujourd'hui de médias dits alternatifs qui sont financés en effet par les dons de leurs lecteurs, dont nous faisons partie, et qui, Oui, et qui montent en puissance. Ça montre quand même que justement, en non, effet, il y a... non, ils montent pas en puissance, ils sont pas en mesure de faire de l'investigation Oui, façon Mediapart. oui, ça c'est sûr. Le seul qui a réussi à être suffisamment puissant pour commencer à jouer un rôle de quatrième pouvoir, et qui est Mmh. d'ailleurs détesté du pouvoir, c'est Thinkerview, et avec typiquement l'affaire Alstom, la Mmh. vente d'Alstom par Emmanuel Macron, avec toutes les conséquences qu'on n'a pas terminé de voir. Mais en dehors de ça, on a l'émergence de médias alternatifs, mais pas de contre-pouvoir alternatifs Oui, à oui, travers vous les avez médias. raison. Ouais, ça, ouais. On est dans une situation très très bancale d'un point de vue démocratique. Oui. Eh ben, en tout cas, merci Fabrice Epelboin de sonner le tocsin vous aussi à ce sujet et puis de continuer à nous renseigner sur ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Merci encore. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, enseignant à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. À très bientôt.